Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro MAP Décodage du podcast du MAP. Et je reçois Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA, avec lequel nous allons évoquer et échanger sur l'Observatoire annuel SRA Analyse Collision Auto 2024. Rodolphe, bonjour, bienvenue. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Alors ensemble, nous allons évoquer ce nouvel observatoire annuel justement de la donnée sinistre collision, mais peut-être avant toute chose, Rodolphe, de nous rappeler ce qu'est SERA et ses missions. Alors SRA est un organisme professionnel fondé en 1977 qui compte plus de 70 adhérents qui vont être l'ensemble des assureurs. Différentes missions. La première va être liée à la tarification, puisque nous proposons à nos adhérents une multitude de bases de données sur les véhicules qui vont leur permettre d'identifier chaque modèle, chaque déclinaison, pour ensuite calculer la prime adéquate par rapport à leur stratégie. Ensuite, la prévention, donc prévention du risque vol, avec des classements des antivols, des sujets autour de la géolocalisation des trackers actuellement, le lancement d'un antivol vélo par exemple, et ensuite la prévention des utilisateurs de deux roues, avec par exemple le classement des gilets d'airbag, et dernière des missions et non des moindres, participer à la maîtrise des fréquences et des coûts des sinistres automobiles et aussi motos. Alors, on peut rappeler qu'il y a un site internet. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de le dire. C'est un nouveau site internet que vous présentez. Vous pouvez peut-être en dire deux mots. Tout à fait, Laurent. Le 15 janvier, nous avons lancé notre nouveau site internet qui permet donc des fonctionnalités de recherche beaucoup plus adéquates et efficaces que l'ancien site, avec un accès à l'ensemble des informations sur les véhicules pour les adhérents assureurs. Néanmoins, pour les acteurs de la réparation et le grand public, vous pouvez accéder aussi à des informations sur les véhicules, mais aussi sur nos différentes études techniques et statistiques. Voilà, alors, l'adresse du site, on l'indique, elle s'affiche justement là, mais vous pouvez la rappeler si vous voulez. www.sra.asso.fr. Très bien. Alors, Rodolphe, c'est une nouvelle édition. Elle apporte des enseignements complémentaires par rapport à l'édition précédente, 2023. Nous sommes dans les mêmes tendances. C'est vrai que l'objectif de cet observatoire était aussi de ne pas forcément être trop différent sur le fond du document, puisque c'était une première l'an dernier et l'objectif restait sur une présentation assez uniforme. L'avantage de cette nouvelle exploitation des données sur une année complète nous a permis de conforter certains constats que l'on a pu faire l'an dernier sur les coûts, mais aussi sur l'évolution du parc et de la sinistralité, par exemple. Alors, je rappelle que l'année dernière, on avait justement déjà consacré un numéro du MAP décodage sur cette version, on va dire 2023. Donc, j'invite tous ceux qui le souhaitent à redécouvrir cet échange que nous avions déjà eu, et qui était déjà très exhaustif, et ne serait-ce que pour comparer. Voilà. Peut-être rappeler également la méthode et la source des données que vous utilisez pour ce baromètre. Alors pour cet observatoire et aussi pour l'ensemble de nos études trimestrielles, nous allons nous baser sur l'analyse des rapports d'expertise dont la FFEA nous met à disposition les rapports d'expertise qui vont nous permettre d'analyser avec d'autres sources pour pouvoir tirer les informations sur une vision la plus exhaustive et représentative du marché. Donc c'est à peu près 4 millions de rapports d'expertise annuellement. Et là, sur une approche purement véhicule particulier, camionnette moins 3 tonnes 5, et pour les sinistres de collision uniquement, donc aussi bien choc en circulation que choc en stationnement, on va être cette année à un peu moins de 1 800 000 rapports d'expertise analysés pour cet observatoire. D'accord. J'ai peut-être utilisé à tort le mot baromètre. C'est un observatoire, mais c'est aussi un baromètre. C'est une étude. Comment on peut décrire ce mot? Quel est le mot juste? C'est un observatoire, c'est un rapport, c'est un baromètre. Effectivement, tous les termes sont bons. L'essentiel est effectivement que ce document doit permettre de concentrer en une même source une multitude d'informations pour les différents acteurs de l'écosystème autour de la réparation, mais aussi autour du marché, puisque nos partenaires de 3A Data nous ont encore fait le plaisir cette année de nous partager leur analyse des immatriculations et du parc dans la dernière rubrique de l'observatoire. Donc l'objectif de ce document, quel que soit son nom, est vraiment de donner une vision représentative des grandes tendances, aussi bien sur la sinistralité que sur les évolutions du parc. Et de nous donner rendez-vous donc à cette même période chaque année pour faire le point et cette nouvelle photographie. Très bien. Écoutez, Rodolphe, je vous propose qu'on rentre dans notre échange, mais comme j'ai un petit peu l'habitude de le faire, je vous propose qu'on lance un petit jingle musical et on revient juste après.
Voilà, alors, avant de rentrer dans chacun des points, bah, rappelons peut-être que l'on va aborder ensemble 5 grands points. En tout cas, c'est ce qui ressort moi, de la lecture que j'ai pu avoir de ce baromètre, justement. Ce que je vous propose, c'est que nous parlions peut-être l'augmentation des coûts sur les 4 années, quelque chose qui ressort de votre étude. On va parler de la PIEC, la pièce issue de l'économie circulaire, grand sujet. On va parler aussi de l'électrification. On en avait parlé l'année dernière, mais l'électrification, les véhicules électriques sont de plus en plus présents, donc vous avez certainement des choses à nous dire. Les chiffres aussi dans les départements, puisque en fait comment ça se passe sur le territoire, sur la métropole et tous les territoires français. Voilà, quel est l'enseignement que l'on peut en tirer. Et puis le dernier point, ce sera l'augmentation des valeurs des véhicules sur toutes les années. Voilà, vous êtes d'accord avec ces points? Entièrement en phase, Laurent. Alors, bah, commençons par le premier point, à savoir l'augmentation des coûts sur les 4 années. Donc, ce sont des augmentations qui sont, vous notez, toujours élevées et supérieures à l'inflation générale. Tout à fait. On a constaté cette année un léger tassement dans les variations, mais il faut comprendre que c'est vraiment un tassement par rapport aux très fortes augmentations qu'on avait connues sur les 3 dernières années. Si on fait le cumul sur 4 ans, on est pratiquement à une augmentation du coût moyen des réparations à pratiquement 26% d'augmentation, hein, donc toujours dans le périmètre véhicule particulier utilitaire léger de moins 3,5 tonnes. Et on se rend compte que cette augmentation du coût, elle est répartie différemment sur tous les postes, mais chaque poste a quand même connu des augmentations relativement plus élevées que ce que l'on pouvait constater avant la période Covid, et toujours nettement supérieure à l'inflation générale, puisque le poste-pièce, hein, qui va représenter plus de 52% maintenant du coût des réparations, a augmenté de 29% sur les 4 dernières années. Le poste main-d'œuvre de plus de 20%, 21% pratiquement. Donc, dans le poste main-d'œuvre, on va dissocier le nombre d'heures qui, lui, varie pas énormément, puisqu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent potentiellement de compenser la hausse de la technologie sur les véhicules. Par contre, on voit que les tarifs horaires ont augmenté, hein. Donc, bien évidemment, dans nos constats, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste une approche purement analytique des chiffres. Et autre poste qui a connu des augmentations assez marquées ces dernières années, c'est aussi le poste ingrédient peinture, hein, qui a augmenté de pratiquement 27% sur les 4 dernières années. Et comme pour la main-d'œuvre, le poste ingrédient peinture est composé de 2 éléments, hein, donc qui vont être un nombre d'heures peinture qui, lui, est relativement stable d'année sur année. Par contre, le coût des ingrédients, lui, a vraiment augmenté beaucoup. Donc, plusieurs explications à ces augmentations. On a bien évidemment au niveau des pièces, donc les variations des tarifs des pièces, hein, qui sont constatées toutes les années, voire même plusieurs fois par an. On a une analyse, nous, qui est faite en interne, hein, qui s'appelle le panier pièces SRA, dans laquelle on va suivre la variation des tarifs d'environ 12 000 pièces, donc vraiment des pièces qui sont liées au sinistre de collision, pour un échantillon de 271 véhicules l'an dernier. Donc c'est vrai qu'on a cette vision-là, donc on voit que les tarifs de pièces augmentent. Ensuite, au niveau de l'augmentation du coût des pièces, il va y avoir d'autres facteurs, le nombre de pièces. Et là, on voit que avec les nouveaux véhicules, on a des craintes aussi à avoir, avec des véhicules de plus en plus techniques, liées certainement aussi aux évolutions des réglementations aussi bien environnementales que les réglementations sécuritaires, hein, type la GSR 2, avec l'intégration de tout ce qui va être système d'ADAS, donc forcément de plus en plus de pièces technologiques sur les véhicules. On constate aussi des véhicules de plus en plus design, hein, avec une multitude d'optiques, des feux de jour, des calandres lumineuses maintenant, voire même des logos lumineux. Donc forcément, toutes ces pièces-là augmentent le nombre potentiel de pièces endommagées. On a aussi le fait que les véhicules sont de plus en plus designés, hein, donc avec des formes de plus en plus importantes, avec des arêtes, avec des éléments de plus en plus saillants, qui sont aussi malheureusement de plus en plus vulnérables. Et on a ensuite d'autres facteurs, hein, qui vont être interférer dans le coût du poste-pièce, et là qui vont être liés directement à la conception du véhicule, soit par rapport à son design, comme je viens de le dire, mais aussi par rapport au choix dans les matériaux qui peuvent être faits par les constructeurs. Et on se rend compte qu'on a un taux de réparabilité des éléments qui est en baisse d'année en année. Donc plus le temps passe et moins on répare de pièces sur les véhicules, et plus on en remplace, et forcément plus le coût du poste-pièce coûte cher. Alors, peut-être une petite question, est-ce qu'elles sont moins réparables ou est-ce qu'elles sont moins réparées? Je ne sais pas si ma question est claire. Ça veut dire que est-ce que les réparateurs font pas l'effort de réparer et que c'est plus facile de changer la pièce, ou est-ce que la pièce est difficilement réparable compte tenu de nouvelles technologies ou de nouvelles matières éventuellement? Je dirais un peu des deux, mon cher Laurent. Autour du poste-pièce, c'est vrai qu'il y a un triptyque pouvoir faire. Déjà, est-ce que techniquement, on peut réparer un élément? Et on se rend compte, par exemple, sur les optiques de phare, aujourd'hui, si on veut réparer un optique de phare,
on a quelques fabricants qui fournissent les pattes qui peuvent permettre de réparer l'optique. Par contre, si c'est le cuvelage du phare, voire l'intérieur qui est endommagé, techniquement, on ne peut pas le réparer parce que on n'a pas les pièces mises à disposition. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir-faire qui est liée aux techniques, qui est liée aussi aux compétences du professionnel, du réparateur. Est-ce qu'il a les compétences, le matériel pour le faire? Après, il y a le savoir-faire, et là, ça fait le lien. Est-ce qu'il a dans son atelier des gens suffisamment compétents pour pouvoir intervenir sur un optic LED, sur des éléments en aluminium? Aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments en aluminium, sur des éléments en composite. C'est vrai que réparer un plastique en fonction du type de plastique va être complètement différent. Donc, le pouvoir-faire, le savoir-faire, et derrière, il y a ce qui est sous-jacent à votre question, le vouloir-faire. C'est qu'à un moment donné, est-ce que le réparateur veut réparer aussi cet élément? Donc, bien évidemment, en fonction du réparateur, en fonction de la sinistre, ça va être complètement différent parce que d'un véhicule à l'autre, les choix vont être différents. Mais il y a aussi voilà, cette notion de vouloir faire, et le vouloir faire passe aussi dans l'accord contradictoire qu'il va avoir avec l'expert. Et c'est là où c'est important le fait de définir la méthodologie de réparation d'une manière contradictoire entre un expert et un réparateur, deux hommes de l'art qui doivent discuter justement pour savoir ce qui est le mieux. Et l'intérêt, c'est que chaque sinistre est différent, chaque véhicule est différent, et c'est là où le respect du contradictoire est important par les deux parties. Alors vous le rappelez fort justement, le contradictoire, c'est-à-dire la discussion, la mise en accord entre le réparateur et l'expert automobile. Il y a un aspect technique, vous l'avez dit, un aspect économique. Et puis, on en parlera peut-être après, mais c'est un troisième aspect qui est l'aspect écologique. Et justement, aujourd'hui, c'est peut-être une donnée importante pour favoriser la réparation, mais on en parlera dans un point suivant. J'ai peut-être une question quand même encore sur la main-d'œuvre. Elle augmente. Est-ce que c'est uniquement lié au salaire, aux coûts salariaux, aux charges, ou aussi du fait que il faut mieux rémunérer certains savoir-faire justement dus à des nouvelles technologies? Objectivement, on n'a pas d'avis, on va dire, sur les études que l'on peut faire, puisque nous, on va vraiment se concentrer sur de l'analyse du rapport d'expert et de la facture. Et c'est vrai que notre organisme ne va pas en amont de la facture savoir les lignes de facturation. Euh, Oui. mais dès lors, c'est vrai qu'on a tout un contexte aujourd'hui, on le sait, hein, pour être nous, avoir la chance d'être au milieu de l'ensemble des acteurs de notre écosystème et discuter beaucoup avec les réparateurs, avec les experts, avec les centres VHU. On se rend compte aussi qu'on est sur des métiers en forte tension, aussi bien chez les réparateurs que chez les experts, avec aussi un petit jeu de turnover de carrossiers peintres qui vont d'un site à l'autre et qui ont tendance aussi à faire bien évidemment augmenter les tarifs et les salaires. Donc, est-ce que ça c'est juste ou pas? Clairement, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais c'est aussi un constat. Et il y a aussi le fait que les véhicules soient de plus en plus technologiques et techniques et qui nécessitent aujourd'hui d'avoir des compétences bien plus importantes qu'il y a une dizaine d'années. Et encore que pour la sinistre collision, on n'en est pas directement concerné puisqu'on a un âge de parc aujourd'hui des véhicules réparés qui oscille aux alentours des 8 ans. Donc c'est vrai que toutes les nouvelles technologies qui arrivent progressivement dans les ateliers de carrosserie, mais c'est aussi à avoir à l'esprit, c'est que les constats que l'on fait aussi bien pour la pièce que pour la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui aura aussi tendance à continuer dans ce sens-là avec le renouvellement du parc et l'intégration au fur et à mesure des nouvelles technologies. Mhm. Alors, un point, on a parlé de la pièce neuve, on parle aussi de la pièce issue de l'économie circulaire. Alors, on peut peut-être faire un petit rappel, Rodolphe, sur ce qu'est la PIEC et la réglementation, si vous voulez nous le rappeler. La réglementation, effectivement, je ne vais pas toute la faire parce que c'est Elle est longue. relativement long, mais effectivement, de plus en plus, le législateur a prévu la notion d'économie circulaire et pas que dans le monde de l'automobile. Pour le réparateur, concrètement, c'est une obligation aujourd'hui de proposer un double chiffrage lorsqu'il intervient sur un véhicule, hein, donc de proposer un chiffrage en pièces neuves, mais aussi en pièces issues de l'économie circulaire. Donc après plusieurs niveaux de pièces au sein de l'économie circulaire, est-ce qu'on est sur de la pièce d'occasion recyclée, de la pièce reconditionnée, de la pièce remanufacturée? Enfin voilà, aujourd'hui, il y a tout un champ lexical autour de ces pièces. Nous, dans nos analyses, on s'est concentré sur la pièce que l'on identifie de réemploi, donc la PRE. Donc pour pouvoir mesurer ce taux, on a créé il y a quelques années déjà des programmes d'identification dans les libellés des rapports d'expertise où il faut qu'il y ait ces codes. Donc il y a plusieurs codes, bien évidemment, le PRE étant le plus important, mais il y a occasion, enfin voilà, il y en a une multitude qui va nous permettre d'interpréter que cette pièce est du réemploi. Donc ce modèle d'analyse n'a pas évolué dans le temps. C'est vrai que l'idée, c'était pas de rajouter des termes qui auraient pu naturellement augmenter le taux, hein. C'est vraiment de rester sur ce périmètre
qui est constant depuis les années 2020. Et l'idée, c'est de voir comment cet environnement évolue. Donc, chose intéressante, c'est qu'on voit que depuis 2019-2020, le taux d'usage des pièces de réemploi dans les réparations de sinistres collision est en évolution, hein, puisqu'en 2020, on était aux alentours des 9,5%, quand cette année, on finit à 17,3% des réparations avec au moins une pièce à remplacer qui ont été identifiées en réemploi. Donc on voit qu'effectivement, on passe de 9,5 à 17,3. Une évolution. C'est une vraie évolution, clairement. Tout à fait. En revanche, si on regarde la part des pièces que nous, on identifie en réemploi dans l'ensemble des pièces mises en remplacement dans les rapports d'expertise, on constate que malgré le fait que ça évolue, la part reste encore limitée puisqu'on finit à un peu plus de 5% des pièces cette année remplacées qui ont été identifiées en pièces de réemploi quand on était aux alentours des 3,5 en 2020. Donc on voit que ça évolue aussi. Par contre, on voit qu'on a encore des sources d'amélioration potentielle pour continuer à développer l'utilisation de la pièce de réemploi dans les réparations. Donc voilà, il y a un peu mieux faire, on va dire, hein. Et alors justement, si on veut mieux faire, sur quoi il faudrait jouer la filière aujourd'hui, il y a peut-être plusieurs critères. La filière est quand même très organisée. On va dire que les récupérateurs donc ceux qui récupèrent les véhicules, qui les démontent, ont justement créé une vraie filière aujourd'hui avec une traçabilité. Ça, c'est quelque chose qui est bien identifié maintenant. Oui, tout à fait. Les centres VHU de par la pression réglementaire, hein, c'est vrai qu'entre les différentes lois GEC, la loi REP, ils ont été obligés de se structurer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des centres VHU qui sont des entreprises structurées avec des entreprises de plus ou moins grande taille, mais même les petites entreprises aujourd'hui sont vraiment dans cette dynamique. Après, on voit encore que sur les centres VHU, il y en a encore un bon pourcentage qui ne pratiquent pas, par exemple, la vente de pièces de réemploi, mais qui vont pratiquer la vente de véhicules endommagés. Donc voilà, ça c'est déjà, sans jugement sur leur business model, c'est déjà un frein au développement de la pièce de réemploi, puisqu'ils vont vendre des véhicules complets. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a aussi du mieux à faire certainement sur l'offre proposée, puisque on se rend compte que, et ça vous le retrouvez dans l'observatoire, que la très grande majorité des pièces utilisées en réemploi vont regrouper 8-9 familles principales dans la réparation collision. Donc c'est vrai qu'on a aussi toute une multitude de pièces aujourd'hui qui sont peu, voire pas proposées en réemploi, qui pourraient aussi permettre de réduire l'impact des sinistres, et vous l'avez dit, aussi bien économiquement qu'écologiquement. Donc ça, c'est le premier point. On peut encore mieux faire au niveau de la filière, au niveau de la récupération, de la mise en avant et de l'offre. Ma question, c'est de dire, deuxième question, est-ce que le milieu de la réparation, les professionnels de la réparation sont de plus en plus sensibilisés? Alors, il y a une étude qui est parue chez Mobiliance qui dit que c'est le cas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le milieu de la réparation est un peu plus sensibilisé à cette utilisation de pièces de réemploi et quelque part aussi ne dissuade pas le client final, le propriétaire du véhicule, de faire appel à cette pièce? Vous avez tout à fait raison, il y a trois acteurs effectivement dans l'utilisation ou non du réemploi dans les réparations des collisions. Les réparateurs sont de plus en plus concernés et on a la chance aussi, d'un point de vue environnemental, qu'une très grande partie des sinistres de collision sont traités par des gens spécialisés dans ce métier, hein, donc soit des carrosseries indépendantes, soit des carrosseries en réseau, soit des carrosseries aussi dans les concessions, mais on est vraiment sur un métier spécifique où les accords avec les assureurs ont aussi permis cette dynamique qu'on ne retrouve pas forcément sur l'entretien mécanique ou sur d'autres environnements métiers. Donc les réparateurs sont de plus en plus concernés, ils sont vraiment acteurs sur le déploiement. On peut toujours mieux faire, bien évidemment. Et après, c'est vrai que c'est aussi l'enjeu, c'est qu'on se rend compte que si on demande à un réparateur pourquoi, quels sont ses freins à l'utilisation de la réemploi, souvent ils nous disent l'offre est insuffisante. Et lorsqu'on demande à un centre VHU, mais pourquoi vous ne vendez pas plus de pièces, il va nous répondre souvent la demande est insuffisante. Donc c'est vrai que c'est aussi tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce qu'on ait cette offre qui correspond à la demande qui crée l'offre. Tout en ayant aussi des business models qui permettent aux deux de vivre, hein, parce que c'est aussi un des leviers, c'est que les besoins environnementaux sont importants, mais de toute manière, on a en face de nous des chefs d'entreprise qui doivent gagner leur vie, et effectivement, c'est aussi un des sujets qui doit permettre ou pas le développement du réemploi. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce levier-là. Et après, le troisième acteur qui est incontournable, puisque en France, pour pouvoir utiliser des pièces de réemploi, le réparateur
et l'expert ou l'expert doivent avoir le consentement du propriétaire du véhicule pour pouvoir mettre des pièces de réemploi. Donc il y a aussi toute cette pédagogie à avoir sur l'assuré pour pouvoir avoir cet accord sur l'utilisation de la pièce de réemploi. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, en discutant en ce moment chez SRA, on discute beaucoup avec les centres d'achat, ils vendent énormément de pièces de réemploi, mais ils en vendent beaucoup aussi aux particuliers. Et c'est vrai que le particulier est peut-être plus adepte, on va dire, à l'utilisation de la pièce de réemploi quand c'est lui qui règle directement la facture. C'est vrai que dès lors où c'est son assureur qui règle, il est peut-être voilà, plus dans une position de dire bah, c'est pas moi qui règle, je suis assuré tout risque, pour peu en plus qu'il soit pas en tort dans l'accident, pourquoi je mettrais une pièce de réemploi alors que je veux une pièce neuve. Donc c'est vrai que c'est tout cet écosystème, c'est ces trois acteurs à faire cohabiter, mais il y a du mieux, et puis on le voit, les tendances changent hein, quand on fait si on sort un petit peu l'automobile, on aurait eu cette discussion il y a 10 ans, voire même 5 ans, de se dire est-ce qu'on est prêt à acheter une chemise ou un pantalon d'occasion, on aurait dit non, ça marchera jamais, et on voit aujourd'hui Ça certaines marche. plateformes qui fonctionnent bien. Et on a aussi toute cette nouvelle génération qui arrive, où le réemploi pour eux n'est pas une alternative à la pièce neuve, mais c'est même le premier choix aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que je ne peux pas avoir une pièce ou un vêtement issu de l'économie circulaire plutôt que d'acheter en neuf. Donc c'est vrai que voilà, tout est positif, toutes les planètes sont bien alignées. Il faut juste effectivement que l'organisation permette de continuer ce développement. Et puis il y a un point, alors vous l'avez dit, effectivement, la sensibilisation de l'ensemble de l'écosystème, y compris du consommateur final. On voit certaines assurances qui en font la promotion depuis un certain nombre d'années, donc qui sensibilisent aussi. Hein. Mais je pense il y avait au début peut-être un critère économique, mais c'est aussi aujourd'hui, et vous en avez rapidement parlé, d'un critère écologique. C'est-à-dire concrètement, on a aussi effectivement un intérêt et je pense qu'aujourd'hui, les assureurs vont pousser dans ce sens, notamment. Tout à fait, réglementation CSRD, hein, donc pareil, je ne vous citerai pas tous les articles cet après-midi parce qu'il y en a une multitude, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les entreprises d'une certaine taille doivent dans un premier temps mesurer l'empreinte carbone de leur activité pour ensuite la réduire. Et effectivement, dans le cadre des assureurs, il faut comprendre que la réparation des véhicules qu'ils assurent rentre dans leur spectre 3. Donc l'acteur réparateur vient aussi un acteur sur la mesure et sur l'empreinte carbone des sinistres réparés. Donc c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est important, qui crée beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur dans certains cas, mais qui est aussi une belle opportunité pour que les acteurs assureurs, réparateurs, experts se mettent aussi autour de la table à un moment donné pour dire comment on peut réparer d'une manière plus vertueuse les véhicules et plus vertueuse économiquement, mais aussi écologiquement. Alors, vous avez utilisé un mot CSRD. Je vous propose qu'on revienne un petit peu plus tard sur ce point parce qu'il est quand même très très important. C'est une directive européenne et qui fait parler d'ailleurs un peu en ce moment sur sa mise en place. Donc, je pense que ça vaut le coup qu'on en rediscute un petit peu ensemble. Troisième point, Rodolphe, c'est l'électrification. Alors, on en avait parlé l'année dernière, mais vous n'aviez pas forcément le recul parce que le parc était encore très faible. Aujourd'hui, il est de plus en plus important et certainement qu'on s'aperçoit que ces nouveaux véhicules sont aussi présents dans la sinistralité. Bien sûr, effectivement, l'an dernier, j'avais souhaité être prudent sur notre discours auprès des véhicules électrifiés, puisqu'on va faire un package Oui, véhicules électriques et véhicules hybrides dans un premier temps ouais. ensemble. Mettez l'hybride avec l'électrique. Voilà, on considère véhicule électrifié et après, on est en capacité de le dissocier. Et dans l'observatoire, on a dissocié le véhicule électrique et les véhicules hybrides. Mais c'est vrai que l'an dernier, on était un petit peu. Voilà, les véhicules électriques représentaient moins de 10% de la sinistralité observée l'an dernier, donc on était un petit peu prudent. Cette année, on va encore rester prudent parce qu'on est sur des comparaisons qui peuvent être biaisées, mais on se rend compte que l'électrification du parc se retrouve aussi dans l'électrification des sinistres analysés à partir des rapports d'expertise, puisque en 2024, on était à 11,5% des rapports analysés qui sont liés à un véhicule soit électrique, soit hybride. Et là, on est en forte augmentation par rapport à l'an dernier, hein, puisque les hybrides, c'est 2,5 points de plus que l'an dernier, et les électriques, c'est 1,2 points de plus que l'an dernier. Donc on retrouve les tendances que l'on peut voir en termes d'augmentation du parc, donc soit dans le deuxième partie de 3A data de l'observatoire, soit ce que vous pouvez consulter, et on se rend compte qu'effectivement, bien évidemment, les sinistres s'électrifient aussi de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a une remarque sur le type d'accident de ce genre de véhicule? Est-ce que ce sont des collisions un peu différentes? Et de ce fait, est-ce qu'on trouve un type de pièce un peu différent? Alors, compte tenu que la part reste encore un peu faible,
nous ne sommes pas descendus, enfin, nous Bon, c'est commençons à le faire, mais nous n'avons pas publié encore d'analyse précise, puisqu'on est quand même sur des volumes qui sont relativement différents entre les thermiques et les électrifiés. Donc c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on commence, nous, à exploiter, à étudier, mais on ne publie pas de choses. Ce que l'on voit, par contre, en comparaison brute, c'est des écarts de coûts avec différentes explications en fonction de la technologie du véhicule. donc, ce qui veut dire qu'un véhicule électrifié, est-ce que c'est plus coûteux à réparer que les véhicules thermiques Oui, aujourd'hui? oui, oui. Si on regarde en vision globale, donc sur l'ensemble des rapports analysés, les hybrides sont pratiquement 16% plus chers que les véhicules toutes énergies confondues, et les électriques, on va être 14% plus chers que la moyenne de l'ensemble toute énergie. Après, où il faut être prudent sur cette comparaison brute, Oui. c'est que voilà, on va comparer des véhicules avec des âges différents, donc des technologies différentes. On a aussi le fait que les véhicules hybrides ou électriques sont généralement plus coûteux. On va le voir après au niveau des valeurs, sont aussi plus récents. Donc on a potentiellement plus de véhicules électriques pour lesquels il va y avoir une déclaration que pour les véhicules thermiques. Donc voilà, il faut faire attention aussi sur l'interprétation. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, on ne publie pas de données sur les fréquences de sinistres par énergie, puisqu'on a ces biais. Euh, En revanche, pour pouvoir avoir comme une analyse la plus fine et la plus objective possible, on s'est concentré sur les véhicules de moins de 2 ans. Et là, l'avantage sur les véhicules de moins de 2 ans, c'est qu'on se rend compte qu'on est déjà sur des véhicules de conception très proches, avec des équipements sécuritaires de même niveau, avec des designs de même niveau, hein, puisqu'aujourd'hui les véhicules électriques sont des copies conformes des véhicules hybrides ou thermiques. Et là, on se rend compte qu'on a déjà un poids qui est énorme, puisqu'on est à pratiquement 39% des véhicules sinistrés qui sont électrifiés en 2024. Donc on voit que voilà, 4 véhicules sur 10 sinistrés en 2024 étaient soit hybrides, soit électriques, hein, donc plus d'hybrides bien évidemment, pratiquement 23% d'hybrides quand on est aux alentours des 16,5% en électrique. Mm. Et là, lorsqu'on regarde en coût sur cette tranche de moins de 2 ans, surprise, c'est les véhicules diesel qui sont les plus coûteux. Mm. Oui. Sauf que, voilà, une fois qu'on a fait ce constat-là, on cherche à comprendre pourquoi. Et lorsqu'on regarde sur les véhicules de moins de 2 ans et les véhicules diesel, ça va être pratiquement un sur 2 des utilitaires, donc des véhicules avec des usages et des conduites complètement différentes qu'un véhicule particulier. Et les autres diesels vont être des véhicules pour des véhicules, soit des professionnels de la route, enfin voilà, des gros rouleurs qui ont des usages complètement différents. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, on l'a constaté que c'est les diesels qui étaient plus coûteux sur les véhicules de moins de 2 ans. Par contre, si on se concentre sur ce qui est comparable en termes d'usage, en termes d'utilisation du véhicule, on se rend compte que là encore, les véhicules électrifiés sont plus chers, donc dans un degré un peu moindre qu'en tout âge, mais que les véhicules hybrides et que les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules essence. Euh, alors, vous n'êtes pas descendu dans la granularité peut-être au niveau, mais si on veut quand même essayer d'un petit peu comprendre, est-ce que c'est vous avez dit tout à l'heure, les véhicules électriques et les véhicules thermiques se ressemblent dans leur conception. Donc, si on a des collisions type choc, pare-choc ou autre, on va dire que c'est pratiquement, ça devrait être à peu près le même prix des pièces. Ou est-ce que ça veut dire, au contraire, que quand on a un véhicule électrique, on va toucher d'autres pièces qui sont beaucoup plus coûteuses, du moteur électrique ou de l'électronique de puissance, enfin des choses effectivement différentes, ce qu'on ne trouve pas dans un véhicule thermique. Est-ce que vous le savez, ça? On le sait en vision coût par poste, et on se rend compte que le véhicule hybride et électrique sont systématiquement plus chers que l'essence sur l'ensemble des postes. Donc c'est vrai que le poste pièce va être plus élevé. Donc là, comme vous le dites, est-ce que c'est lié au prix des pièces qui diffèrent? Bon, on ne pense pas, parce que dans notre analyse panier-pièce, on suit aussi bien des véhicules électriques que des véhicules thermiques, et on ne voit pas de gros écarts de tarifs de pièces. Pour nous, ce qui peut expliquer cet écart sur le coût du poste pièce va être le fait que les véhicules électrifiés, et c'est là l'intérêt d'englober les deux technologies, sont généralement plus lourds que des véhicules essence. Et le poids, forcément on le sait, en cas de sinistre, provoque une inertie supplémentaire, donc des dommages potentiellement plus importants à réparer. On a aussi le fait que ces véhicules étant plus lourds, les constructeurs vont être amenés à utiliser aussi des véhicules pour gagner en poids, enfin du moins pour compenser le surpoids, donc de l'aluminium, des éléments composites qui vont être beaucoup plus durs à réparer. C'est vrai qu'en discutant un peu avec les carrossiers, on se rend compte que réparer une porte en alu, c'est faisable, mais c'est pas tout à fait la même méthode que l'acier, et ça emmène des contraintes un peu plus fortes. Mhm. Et on a aussi le fait que les véhicules électrifiés, et particulièrement les hybrides, ont aussi des pièces en plus que les véhicules thermiques, hein, et c'est là aussi où l'hybride a un petit peu l'inconvénient de cumuler les deux technologies, c'est qu'il va y avoir les pièces liées
à la mécanisation thermique, et il va y avoir aussi toutes les pièces liées à l'électrification, donc avec potentiellement des prises de recharge, des câbles, des modules électroniques et aussi des batteries, même si des batteries, objectivement, on en retrouve très peu dans les sinistres. Oui. Quand la batterie d'un véhicule est endommagée, généralement, le véhicule n'est pas réparé économiquement. Mais on peut imaginer que ce sont des données qui intéressent les assureurs avec le recul pour ajuster au mieux les primes d'assurance pour le véhicule électrique, parce que quelque part dans la réparation et la sinistralité, on n'avait pas forcément le recul nécessaire. C'est des grandes questions aujourd'hui, effectivement, autour de comment pourra-t-on assurer un véhicule à un tarif acceptable dans les prochaines années. Et au-delà du véhicule électrique, hein, c'est aussi une question sur les véhicules hybrides, parce qu'on voit que c'est les véhicules qui aujourd'hui représentent le plus de ventes et qui vont rapidement être les plus présents sur le marché. Et on est aussi sur cette même question, hein, avec les véhicules et l'essence, où aujourd'hui vous avez quand même des véhicules de plus en plus coûteux, quelle que soit l'énergie. On l'a vu tout à l'heure, hein, plus 25% en termes de coûts de réparation. Et là, l'électrification a un effet, mais pas que. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions forcément se posent et se poseront de plus en plus avec toute l'arrivée des nouvelles technologies qu'on peut avoir sur les véhicules. Mhm. Il y a une chose en conclusion sur ce point, c'est qu'on peut dire qu'effectivement, malgré tout, on remarque que finalement, le parc français, il évolue. On est dans cette transition énergétique et que si on constate plus de réparation, en tout cas sur ces nouvelles technologies, bah, ça veut dire que le parc est en train de muter aussi. Bon, voilà, une petite observation intéressante par rapport à la préoccupation écologique. Mais bon, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de sinistre, bien évidemment. Un autre point donc que je voulais évoquer avec vous, Rodolphe, ce sont les départements. Donc, alors on va peut-être pas passer tous les départements français à la loupe, et encore une fois, c'est présenté dans l'observatoire. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être sur les départements où plus ou moins sinistrés et plus ou moins coûteux? Est-ce que vous avez un enseignement à nous donner? Oui, l'enseignement est un petit peu identique, hein, aux précédentes périodes et aux différentes études. C'est vrai qu'on se rend compte que en termes de volume de sinistres, on est vraiment sur les zones les plus urbanisées, bien évidemment, et les zones où l'usage du véhicule est prédominant. Donc c'est vrai que dans le top 3, on va retrouver le 13, le 62, le 06, suivi de la région de Lyon. Donc voilà, en termes de volume, on est sur ces agglomérations, donc pas des agglomérations, des départements et des grandes agglomérations, donc pas de surprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de vision globale, on se rend compte que pratiquement 30% des sinistres nationaux sont regroupés sur 10 départements. Et c'est là qu'on a fait une carte avec des couleurs dans l'observatoire. On se rend compte effectivement qu'on a le sud, le nord, le bassin rhodanien, et puis après l'Île-de-France. Et après, c'est vrai qu'on a des zones où on est sur des couleurs beaucoup plus claires. Euh, en coulant clair, c'est là où il y a le moins de volume. Donc après, c'est vrai que pour ceux qui vont faire l'analyse par département, je demanderais juste d'appliquer certaines précautions sur les conclusions pour les départements à faible volume, parce que bien évidemment, là, on est lié toujours à un effet volume-coût qui peut varier très très vite en fonction de la sinistralité. Donc c'est vrai que voilà, c'est bien de faire des analyses sur les départements où il y a plus de volume. Sur les départements où on a moins de 0,5% de la part nationale, il faut être très prudent, puisque voilà, il peut y avoir des biais assez importants. Est-ce que, est-ce que vous avez constaté des différences aussi de taux horaires, de prix de réparation, donc de coûts de salariés, on va dire, d'un département ou d'une région à l'autre? Dans l'analyse qu'on fait effectivement par département, on va mesurer le coût moyen des réparations et le coût de chaque poste. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des conclusions et on a le coût horaire. On voit bien évidemment des départements avec des tarifs horaires beaucoup plus élevés que l'autre, qui vont être liés aussi aux effets sectoriaux, hein. Les tarifs horaires, le prix de l'immobilier, toutes ces choses-là vont être différents d'un département à l'autre. Donc bien évidemment, on retrouve ces tendances-là. On n'a pas d'alerte ou de choses qui nous surprennent, hein. On reste sur les départements généralement les plus coûteux avec les tarifs horaires les plus élevés. Après, c'est pareil, sur l'analyse du coût moyen par département, il faut faire attention. On a eu beaucoup de reprises dans la presse de l'Observatoire avec des interprétations des chiffres. Le coût moyen des réparations n'est pas lié que au tarif horaire du réparateur, et je dirais même est bien loin que de cette préoccupation ou de cet indicateur, puisque dans le coût moyen des réparations, il va vraiment y avoir un effet sinistre. Quel type de sinistre on est? Est-ce qu'on est sur un choc urbain, périurbain, un choc plus dans un milieu rural avec des typologies de chocs différents? L'effet parc va être énorme aussi en fonction de l'âge du parc, en fonction des types de véhicules. On le voit sur des départements avec des pouvoirs d'achat plus élevés. Forcément, on a des parcs plus récents, des marques plus premium. Forcément, ça a un impact énorme sur le coût.
Et après, on va retrouver aussi des effets là plus sectoriaux, quels sont l'état des routes, forcément, quand on voit que le département le plus coûteux est la Corse, comparer les routes corse et puis les routes sur le plateau du Larzac, on n'est pas du tout sur le même type de sinistralité. Donc voilà, il y a aussi cette prudence à avoir. Euh, j'ai pas envie de me fâcher avec tous les Corses Non, ils y sur, sont pour sur- rien, c'est cette l'infrastructure. étude, voilà. Ils sont pour rien. Le raccourci serait trop facile de dire que, voilà, que la Corse est plus chère que les autres. Elle est plus chère, c'est un constat, mais il y a tous ces effets de Ouais, bien sinistralité sûr. de parc. Et après, par contre, on peut retrouver des tendances locales plus ou moins fortes avec là, c'est intéressant, et c'est aussi des ateliers qu'on met en place, qu'on discute avec les experts, c'est de voir aussi les effets sur les notions de réparabilité, sur l'utilisation des pièces. On le voit d'un département à l'autre, on a aussi des usages qui peuvent être assez différents. Donc c'est aussi des ateliers qui pourraient être proposés, des réflexions sur voir comment on peut arriver à avoir des départements qui pourraient avoir peut-être une meilleure maîtrise sur le taux de pièces réparées ou sur l'usage des pièces de réemploi. Le partage des best practices, des bonnes pratiques, en fait, voilà, les échanges expériences. Bah, c'est une idée effectivement intéressante à faire remonter, en tout cas. Dernier point sur les 5 points que je voulais évoquer, c'est l'augmentation des valeurs de véhicules. Alors, ça veut dire quand même quelque chose parce que si les voitures sont de plus en plus chères, on peut avoir justement un impact sur la réparation, la réparabilité, ce qu'on appelle aussi les VEI, les véhicules économiquement irréparables. On peut peut-être rappeler la règle rapide de ce véhicule économiquement irréparable et de l'incidence pour le propriétaire d'ailleurs. Mmh, tout à fait. Donc là, on est vraiment sur du réglementaire qui est soumis au code de la route. Dès lors où le montant des dommages estimé par l'expert dépasse la valeur du véhicule, le véhicule va être classé en VEI, donc véhicule économiquement irréparable. Et là, l'assureur va indemniser le propriétaire sur la valeur déterminée par l'expert, donc la VRAD, comme on l'appelle dans nos études et dans les rapports d'expertise. Et lorsque l'on mesure l'évolution de cette VRAD sur les 4 dernières années, bah là, on est encore plus sur un constat nettement plus inflationniste encore que le coût des réparations, qui pourtant déjà nous semblait beaucoup, puisque les VRAD ont augmenté pratiquement de 40% depuis 2020. Tout en sachant que l'âge moyen des véhicules classés économiquement irréparables a aussi augmenté. Donc, schématiquement, plus le véhicule est cher, plus il est vieux, plus on le paye cher ces dernières années. Oui. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que quelque part, ce prix a une incidence. Alors justement, oui, la valeur moyenne, vous en avez parlé. Euh, il y a une raison à ça, cette augmentation. Alors parce que si ce sont les vieux véhicules, c'est pas la technologie, on va dire. C'est quoi? C'est le prix du marché. Comment on peut l'expliquer? C'est clairement le prix des marchés, donc aussi bien le marché neuf, où on voit qu'effectivement les véhicules neufs coûtent de plus en plus cher, mais aussi c'est le marché de l'occasion. Suite à la crise sanitaire, on a vu qu'il y a eu une problématique autour des véhicules d'occasion, hein, pas de véhicules forcément produits en neuf pendant une certaine période, donc forcément ça a décalé aussi l'offre en occasion. Et on a aussi ce marché de l'occasion qui a été perturbé avec différentes crises autour des semi-composants, une multitude de choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché de l'occasion qui est en tension depuis un certain nombre d'années, depuis les années Covid, et on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, les valeurs des véhicules d'occasion ont augmenté, et forcément, les experts, lorsqu'ils font leur estimation, vont se baser aussi sur les petites annonces. Enfin, voilà, il y a toute une étude technique qui va être faite, et la valeur marché est forcément prise en compte. Donc ça suit la tendance marché. Euh, Par contre, on a des interrogations hein, sur les prochaines années, puisque on se rend compte que, voilà, que le coût des réparations, lui, il augmente et on est à peu près certain qu'il va continuer d'augmenter avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ces échanges. Par contre, l'appréciation de la valeur, on ne sait pas trop, puisqu'on voit aujourd'hui l'arrivée des premières générations de véhicules électriques et hybrides dans le marché de l'occasion. On Mhm. se rend compte que les véhicules électriques ne sont pas forcément estimés comme ils auraient pu l'être par rapport aux constructeurs, par rapport à la demande en occasion. Les hybrides tiennent une cote assez importante et on a même, pour avoir discuté avec certains professionnels de la vente de véhicules d'occasion, dont une plateforme qui est bien connue, nous disaient qu'eux, ils avaient énormément en ce moment de demandes et de recherches sur les véhicules diesel. Donc c'est vrai que il y a quelques mois, on aurait dit le véhicule diesel, ça coûtera, enfin voilà, plus personne n'en voudra d'occasion. Et on se rend compte que de plus en plus, les gens retournent aussi vers ces énergies thermiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur quelles seront les valeurs des véhicules dans les prochaines périodes, en ayant à l'esprit que bien évidemment le coût des réparations ne baissera pas. Donc est-ce qu'on va aller sur toujours cette tendance-là, ou est-ce qu'on va aller sur des notions de véhicules jetables, comme on peut entendre, avec des véhicules qui coûtent très cher en neuf, mais au bout de quelques années, coûtent pas grand-chose, et avec des coûts de réparation très élevés. Donc beaucoup d'interrogations autour des VUI.
une grande question. Et on en a parlé tout à l'heure, mais la pièce de réemploi ou la PIEC peut être justement une solution pour éviter d'avoir des véhicules qui sont mis à la casse et qu'on peut réparer. Mais peut-être que le constat, c'est de se dire que malgré la PRE, c'est quand même effectivement limite et qu'on a des véhicules de plus en plus élevés malgré tout, non? Oui, tout Ouais. à fait. Et puis là, on est vraiment dans cette notion aussi de développement durable, hein, parce qu'un Mm. véhicule qui est classé économiquement réparable, certes, va alimenter un centre VHU et potentiellement de la pièce de remploi, mais généralement, le sinistré va aussi racheter un véhicule. Donc derrière, on redéveloppe aussi toute Mm. la chaîne de véhicules neufs ou d'occasion. Donc on redéveloppe aussi toute la chaîne carbone derrière. Donc c'est vrai que le fait de réparer aussi bien les pièces que de réparer les véhicules a du sens aussi aujourd'hui, lorsque tout le monde veut réduire l'impact carbone. Mhm. Alors voilà, donc Rodolphe, on a vu les 5 grands points, les 5 grands points sur lesquels je voulais qu'on échange. Euh, alors, encore une fois, j'invite tout le monde à aller se plonger dans l'observatoire et à le lire plus en détail. Et nous le mettrons justement, nous mettrons le lien aussi pour accéder à cet observatoire dans notre article. Euh, En guise un peu de conclusion sur ces points, quel constat global et quelle alerte vous voudriez lancer, sachant que vous avez donc à cœur de mesurer l'évolution de la réparation, du coût de la réparation. On peut imaginer que les assureurs veulent que ce coût de la réparation soit toujours moindre, mais il augmente. Alors, quelle solution pour parvenir à maîtriser ces coûts? Ça paraît compliqué. Il y a une multitude de solutions. Après, c'est vrai j'aurais aimé vous annoncer aujourd'hui une grande trouvaille, une grande nouvelle qui permette de révolutionner ça, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir Non, m'engager sur ce point-là c'est aujourd'hui. Mais dommage, c'est dommage. c'est dommage. Promis, pour l'an prochain, j'essaierai de trouver quelque chose. Non, mais voilà, c'est aussi, on se rend compte, et dans les échanges que nous, on a avec les experts, avec la FFEA, avec les réparateurs via Mobiliance et les autres fédérations, que tous les acteurs sont concernés, les assureurs sont bien évidemment concernés. Et c'est vrai que c'est aussi la dynamique que SRA souhaite donner, c'est aussi de contribuer à l'effort commun, on va dire, en termes de maîtrise économique et écologique des réparations de collision. Et c'est de passer de cet rôle d'observateur, on va toujours continuer bien évidemment à faire de l'observateur, à aussi nous contribuer en passant acteurs aussi, et d'être plus fort encore auprès de l'ensemble des acteurs pour les accompagner, leur proposer des solutions. Et c'est vrai qu'on a initié des groupes de travail autour des recycleurs là, pour justement lancer un label en ce sens-là. Et c'est vrai que c'est la dynamique, et ça sera, on va dire, l'addition de toutes les bonnes idées, toutes les contributions qui permettront de limiter aussi, parce qu'aujourd'hui, espérer réduire les coûts, c'est quelque chose d'impossible, hein, quand on voit, voilà, tout, pour ceux qui sont allés au mondial de l'auto, on voit aujourd'hui des véhicules très technologiques avec, voilà, des signatures lumineuses très très fortes, avec des éléments très forts. Donc c'est vrai que nous aussi, on initie de plus en plus de discussions avec les constructeurs, voire même directement avec les équipementiers sur les phares. Enfin voilà, c'est des choses que on essaye aussi, parce qu'il faut revenir à un moment donné à quelque chose de raisonnable, sans tomber dans l'effet de, il faut revenir à la 4L ou à la 2 chevaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des véhicules qui sont très technologiques, et ça a du sens, ça va dans l'attente certainement des conducteurs et des consommateurs. Mais c'est aussi que la technologie ne soit pas un frein à la réparabilité, mais qu'elle participe à la réparabilité. C'est vraiment nous le discours que l'on veut mener, les alertes. On avait fait un webinaire en fin d'année autour des optiques de phare et des signatures lumineuses, et c'est vraiment dessus. Nous l'objectif, c'est surtout pas voilà, de freiner le développement, mais c'est que le développement soit raisonné, et c'est surtout qu'on se projette sur, voilà, ça reste des véhicules, et un véhicule a vocation à se déplacer, et qui dit déplacement dit potentiellement un sinistre, voire des faillances et des pannes, et il faut que les constructeurs et les équipementiers prévoient la réparabilité des éléments dans leur cahier des charges. Prévoir la réparabilité, alors c'est important. Euh, Bien sûr, il ne faut pas freiner la technologie, l'évolution, je suis d'accord avec vous. Pour autant, alors je profite, est-ce que ce serait un axe, une solution? Le MAP a une vision, vous le savez, prospective, et nous organisons donc un webinaire. Alors peut-être qu'à l'apparition de ce podcast, le webinaire sera passé puisqu'il est au 19 mars, mais le replay sera visible. Et on l'a intitulé Mobilité légère, le rôle des véhicules intermédiaires. Ça veut dire aujourd'hui qu'on a des constructeurs qui sont dans une logique de véhicules toujours plus lourds, électrifiés, mais avec des marges, donc des véhicules très design, très techniques. Pour autant, on parle de véhicules intermédiaires. Alors, c'est quoi ce véhicule intermédiaire? C'est des véhicules nouvelle génération, réparables, très légers, avec peu d'empreintes au sol, qui peuvent être adaptés justement à une conduite en ville. Suffisante, de taille suffisante. Et puis, il y a peut-être aussi
alors notamment ça existe au Japon, ce qu'on appelle les Kei-Cars, qui est un véhicule qui n'existe pas en Europe, mais qui peut être justement, sans revenir aux anciennes mobilités type 4L et 2 chevaux. Et les 2 chevaux, j'en ai conduit une, c'était drôlement agréable. Mais quelque part, effectivement, avoir des véhicules plus légers euh, pour notre mobilité quotidienne qui, en grande majorité, fait moins de 50 km. Plus léger, ça veut dire aussi moins de technologie, moins de coûts de réparation. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qu'il faut suivre? C'est tout à fait effectivement le sens que l'on peut prendre pour justement toujours continuer, parce que c'est vrai que revenir aux véhicules très anciens avec le peu de confort, le peu de sécurité, c'est pas ce qu'on prône, mais un véhicule qui serait vertueux dans son approche, et effectivement, doit-on avoir besoin d'avoir une capacité de batterie qui permette de faire 400 km quand on n'en fait que 50 au quotidien. Par contre, il faut en contrepartie avoir aussi des solutions de mobilité pour quand on part en week-end ou quand on part en vacances. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce contexte autour de l'utilisation des véhicules au quotidien pour les week-ends, pour les vacances. Bon, on voit que voilà, les constructeurs sont quand même dans une dynamique et dans une offre. Après, le contexte est assez défavorable pour en ce moment. Je n'aimerais pas que ça freine aussi toutes les bonnes initiatives autour des mobilités alternatives. Et c'est vrai que c'est potentiellement une crainte que l'on peut avoir avec le contexte qu'on a sur ces dernières années. Mais on aura un constructeur dans notre webinaire qui est Citroën avec l'Ami, qui a Avec été l'ami un, aussi. un véritable succès et qui n'est pas un succès en direction des jeunes comme on a voulu nous le vendre, mais vers une clientèle plutôt de campagne. Mais l'Ami, c'est un petit véhicule. Bon, mais on pourrait imaginer que ce genre de véhicule se développe pour les ménages multimotorisés, par exemple, lorsque vous avez deux véhicules, un véhicule plus performant pour les grands trajets, mais au quotidien, pour effectivement aller faire ses courses ou autres dans une ville, ce genre de véhicule beaucoup plus léger. Et on suppose beaucoup moins cher à réparer, bien évidemment. Euh, J'aimerais qu'on conclue sur 2 points pour avoir justement cette vision prospective. 2 points qu'on a déjà abordés. On a parlé CSRD, empreinte carbone, développement durable, donc un sujet important pour la réparation automobile, même pour l'ensemble du secteur économique, mais pour la réparation automobile, j'en sais quelque chose, puisque nous avons ensemble, enfin j'ai eu le plaisir d'animer pour SRA une journée CSRD. Alors, quel levier d'action pour baisser cette empreinte carbone? L'objectif, c'est véritablement de réduire l'empreinte carbone dans la réparation. Ça aussi, c'est un grand sujet sur lequel vous attirez, enfin, vous portez votre attention. Tout à fait. Déjà, avant d'avoir l'ambition de la réduire, il faut la mesurer. C'est vrai que c'est ce qui est important. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui se positionnent aujourd'hui avec des méthodes, avec différentes techniques pour pouvoir estimer l'empreinte carbone. Donc c'est vrai que la position du SRA n'a pas été d'aller nous aussi nous positionner sur ces outils de mesure, puisque voilà, des gens le font et ils ont les compétences pour le faire. Par contre, le SRA se positionne réellement comme un utilisateur de ces données pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, se positionner aussi comme acteur, comme contributeur à la maîtrise de l'empreinte carbone. La journée que vous avez brillamment animée en novembre était déjà une première belle étape. Et là, c'est vrai qu'on est sur cette année 2025 dans cette dynamique. L'étude que l'on a fait sur les optiques, on s'est appuyé sur des échanges qu'on a pu avoir avec EcoRepair ou Carbon Risk Intelligent, où effectivement, on a déjà donné une estimation que 300 000 optiques LED, c'était à peu près 13 500 tonnes de CO2. Enfin voilà, l'idée, pour nous, c'est vraiment de ramener du concret et effectivement de voir comment on peut s'appuyer là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi un argument qui doit rentrer ou qui pourra rentrer dans le contradictoire prochainement entre l'expert et le réparateur, entre des méthodologies, changer, réparer, utilisation de la pièce de réemploi, pour pouvoir aussi avoir la bonne méthode et la plus vertueuse en termes économiques et écologiques. Alors, j'en profite pour, effectivement, puisque vous avez parlé de l'expert et du réparateur, du contradictoire, je sais que la Fédération française de l'expertise automobile, la FFEA, travaille fortement pour la profession sur l'implication, justement, l'acteur incontournable qu'est l'expert pour justement la baisse de l'empreinte carbone dans la réparation. Donc, c'est un grand sujet sur lequel la profession travaille et pourra peut-être apporter des réponses d'ailleurs aux assureurs. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, alors là, il y a peut-être un scoop, est-ce que ce sera un nouveau critère pour le futur baromètre SRA, cette empreinte carbone?
pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, objectivement, c'est pas quelque chose qui est défini aujourd'hui. On laisse aussi un petit peu les acteurs se structurer puisque, comme vous l'a dit, les experts sont aussi les gens qui peuvent participer à la mesure, les réparateurs, bien évidemment. On a aujourd'hui les éditeurs de solutions informatiques qui sont aussi sur le sujet, des assureurs en individuel que le font. Et c'est vrai que nous, on s'est proposé aussi pour être un concentrateur de bonne énergie, pour pouvoir mettre aussi à un moment donné tout le monde autour de la table. Donc c'est vrai que voilà, on laisse les gens travailler sur ce sujet. Je pense, et là c'est à titre personnel, qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on ait une méthode et des règles qui soient communes, parce que si on a des écarts trop significatifs entre l'approche des experts d'un pare-choc à réparer, des réparateurs et les assureurs, il faudra qu'à un moment donné, on ait quand même des méthodes qui soient proches et qu'on ait des valeurs. Donc c'est aussi pour ça que nous, on va pas rajouter encore un petit peu de son à tout ce concert de méthodes qui se mettent en place. Mais oui, pourquoi pas, c'est bien évidemment un sujet qui pourrait intervenir dans nos observatoires sur une mesure macro. Ça peut avoir du sens de comparer une année par rapport à l'autre et voir effectivement si les actions mises en place individuellement ou collectivement ont permis aussi de réduire l'empreinte carbone des sinistres. Un tout dernier point, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le label recycleur vertueux. Et je voulais vous interroger là-dessus. C'est en cours de création au sein de Serra. Vous nous en dites un mot? C'est quoi ce label? Il va consister en quoi? Quel est son but? Alors ce label, ça faisait déjà, on va dire, une bonne année et demie qu'on l'avait à l'esprit. On attendait que la réglementation soit mise en place, puisque effectivement, entre la loi AGEC, la loi REP, il y avait beaucoup d'incertitudes. Une fois que tout ça, ça s'est bien mis en place, on a commencé à réfléchir, nous, en interne, après à solliciter les différents acteurs, donc bien évidemment la FFEA, Mobiliance, Fédérec, des centres VHU individuellement, nos adhérents assureurs, bien évidemment, et là, on a proposé depuis décembre des groupes de travail. Donc, on est entre 20 et 35 personnes dans des groupes de travail. Et l'objectif de ce label, c'est de voir comment on peut participer activement au développement de la pièce issue de l'économie circulaire pour les sinistres de collision et pour toutes les catégories de véhicules. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur notre expérience de labellisation, hein, puisqu'on a déjà un label de classement des centres VHU de roues qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années pour pallier l'absence de réglementation. Donc là, on était plus sur encadrer les bonnes pratiques de manière globale sur comment on gère un VHU de roue. Là, on est en train de développer quelque chose qui sera très axé sur l'économie circulaire. Les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les centres VHU, les experts des assureurs nous ont dit c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Parce que le pire aurait été de labelliser un centre qui était très bon sur la vente de pièces, par contre, qui aurait eu des pratiques pas très vertueuses. Donc c'est pour ça que le label PIEC a vite été rebaptisé label recycleur vertueux. Et cette notion de vertu, c'est vraiment une vertu globale, puisque bah, c'est aussi de voir comment on peut valoriser les centres VHU qui ont déjà des très très bonnes pratiques, hein, puisque c'est une filière qui est quand même déjà bien structurée. Et c'est aussi de voir pour les autres bah, comment on peut leur amener aussi des éléments pour les aider aussi à monter en puissance. Et c'est aussi quelque chose qui doit permettre aux réparateurs professionnels de se dire bah tiens, je veux de la pièce, je veux de la PRE, bah je sais que ce centre est labellisé, donc je sais qu'il y aura un cahier des charges qui me permettra d'avoir de la pièce de qualité, des conditions de garantie, enfin voilà, tout un panel de critères de sélection pour me dire bah là je peux y aller les yeux fermés. Ça va être intéressant à suivre parce que la délivrance n'est pas une chose facile. Il va falloir suivre la rigueur. Enfin, je suppose que vous avez pris en compte tout ça pour vous lancer dans cette démarche. Il y a beaucoup de discussions. On a fait un groupe de travail ce matin qui a été passionné et passionnant. Donc beaucoup de discussions. C'est vraiment l'objectif de ces groupes de discussion, hein, c'est vraiment de laisser tout le monde évoquer sa situation individuelle pour voir comment on arrive à trouver un consensus. Mais oui, on va y arriver. Le label se définit de plus en plus, hein, sur les critères, donc il y aura un socle commun, hein, pour pouvoir rentrer dans ce label, hein, puisque ce sera des demandes qui seront faites sur le volontariat du centre VHU, hein, on ne sera pas, nous, un organisme de contrôle qui auront contrôlé des centres VHU qui n'auraient pas fait la démarche, hein, donc c'est vraiment quelque chose de volontaire pour l'entreprise. Il y aura des audits qui seront mis en place, hein, par des auditeurs spécialisés, et l'objectif de cet audit, c'est pas juste quelqu'un qui passe pour dire bah, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, et puis la note est de temps. C'est vraiment d'accompagner aussi le centre individuellement avec des méthodes, des process pour l'aider aussi. Donc c'est vrai qu'il y aura une première version du protocole qui devrait sortir fin juin, début juillet.
On va le tester, on va dire, durant le 3e trimestre avec quelques centres volontaires. Et l'idée, c'est une mise en place fin d'année 2025, début 2026. Et puis après, on verra au fur et à mesure du temps, en fonction des besoins, de l'appétence de tout le monde, de comment on peut le faire évoluer sur certains sujets. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de vertueux. Nos adhérents assureurs sont bien évidemment aussi très intéressés par la démarche parce que ça ramène vraiment ce socle commun qui permet aussi d'avoir une appréciation uniforme. Très bien. Ben, voilà encore un beau sujet à suivre. Donc, Rodolphe, on arrive à l'issue à la conclusion de notre échange. Donc, j'invite encore une fois toutes les personnes à se plonger dans ce baromètre. Et puis, eh bien, je vous propose qu'on reste en contact, ne serait-ce que pour parler de la mise en place de ce label recycleur vertueux. Et puis, encore une fois, d'observer l'évolution 2025, le temps passe vite, hein, de la réparation. Merci Laurent, et je profite d'avoir la parole pour vous féliciter pour toutes les démarches que vous pouvez mettre en place, puisque effectivement vos webinaires, vos podcasts sont relativement intéressants et inspirants pour nous. Ah bah, écoutez, merci. En tout cas, c'est le but du MAP, d'essayer d'avoir un regard prospectif sur la mobilité d'aujourd'hui et de demain. À très très bientôt, Rodolphe. Au revoir.